Des essais, des récits, des contes, des biographies, des autobiographies, des bandes dessinées, bref, bienvenue dans l'antre du livre sur RTI2, bienvenue à Entre les lignes. Pour cette deuxième saison, nous avons posé nos valises ici, à la bibliothèque de l'Institut français, où nous vous ferons découvrir des auteurs et leurs œuvres. Pour ce premier numéro de la saison, j'ai l'immense privilège de recevoir un journaliste écrivain qui n'est plus à présenter, tant sa réputation et son talent l'ont précédé, Monsieur Venance Conan. Merci Monsieur Conan d'être présent sur notre plateau. C'est un véritable plaisir et un honneur de vous avoir parce que vous êtes l'un des plus prolixes écrivains ivoiriens et je dirais peut-être africains. Oui, il y a plus prolixe que moi quand même. Mais vous, quand je prends quelqu'un comme figurez en bonne place. Biton Koulibaly, il a Oui. écrit des dizaines de livres. Et vous, depuis votre premier roman en 2003, Les prisonniers de la haine, vous n'avez pas arrêté jusqu'au tout dernier Chronique des temps de braise en 2015. Quoi, ça doit me faire une dizaine de livres. Si on ajoute tout ce que j'ai écrit avec d'autres personnes, il doit être autour de 12 ou 13 par là. On va citer Robert et les Catapillas, Nègrerie, La Tunisie émergente, un exemple pour l'Afrique, Edem Kodjo, Un homme, un destin, etc. Mais nous avons décidé de nous arrêter sur Chronique afro-sarcastique, 50 ans d'indépendance, tu parles. Oui. Déjà, le titre interpelle, il donne envie de le lire. Et si vous deviez résumer cette œuvre en 2 phrases. Je l'ai écrite en 2010, les bons de savoir. Et en 2010, la plupart des États africains fêtaient les 50 ans de leur indépendance. Il y a eu des tonnes de livres qui sont sortis sur le bilan de ce cinquantenaire. Et moi, c'est mon bilan aussi que j'ai rédigé à ma façon, en plusieurs chroniques. On a tendance à négliger le prologue d'un ouvrage quand on le lit, mais le faire avec Chronique afro-sarcastique serait une grande erreur. Parce que déjà, ce prologue, il donne le ton de l'œuvre et c'est une satire très imagée de la colonisation. Je vais lire quelques extraits. Alors, il commence en disant « Au commencement était la parole d'évangile et le fusil aussi. Nous étions donc tranquillement couchés sous nos cocotiers lorsqu'ils sont arrivés. Ils se sont mis à nous raconter des histoires à dormir debout, tirées d'un livre auquel nous ne comprenions que dalle, et nous ont demandé d'y croire. Nous n'avions pas d'autre choix que d'y croire, puisqu'ils avaient pris la précaution de nous coller d'abord un fusil sur la tempe. Lorsque vous avez un fusil sur la tempe, vous avalez tout ce qu'on vous dit. » Alors, quand vous parlez là du fameux livre, ça fait référence à la Bible. C'est ça. Et enfin, que vous dépeignez de façon très ironique aussi et très très drôle, c'est votre petite patte comme ça. Mais vous parlez d'un sujet très sérieux, c'est du rôle qu'a joué l'évangélisation dans la colonisation. Il y a eu, Madame Maurice, je crois qu'il a écrit la Bible et le fusil. Oui. En tout cas, c'est pour dire que la colonisation est allée de pair avec l'évangélisation. Il ne sait pas lequel a précédé l'autre, mais les Blancs, quand ils arrivaient, pour nous avoir, ils avaient dans une main la Bible, dans l'autre le fusil. Voilà. Et c'est comme ça que quelqu'un a dit, on nous a demandé de prier, et quand on a fermé les yeux pour prier, et au moment où on les ouvrait, on n'avait plus de terre. Ouais, il disait que, cet auteur-là, je ne sais plus qui c'était, qui disait que quand les Blancs sont arrivés, nous avions les terres, ils avaient la Bible, ils ont demandé qu'on ferme les yeux pour prier, quand on les a rouverts, ils avaient nos terres et nous on avait leur Bible. Et ils avaient aussi le fusil. Et on croit plus facilement quand on a le fusil sur la tempe. Et vous faites bien de préciser que nous avons combattu cette colonisation avec nos héros tels que Samori Touré, Chaka Zulu, Danfodio ou Martal, oui, etc. Il y a eu des résistants, il y a eu des grands résistants. Malheureusement, le rapport de force était en notre défaveur parce qu'on n'avait pas de fusil. On n'avait que nos arcs et nos flèches.
et la différence est très nette. Exactement. Mais je loue le fait que vous ayez précisé cela dans l'œuvre, parce que dans la conscience des esprits les moins informés, on dira, et les plus crédules, on a échangé nos terres contre des morceaux de miroir et autres objets brillants, ce qui n'a pas été le cas. Quand on veut caricaturer, on dit ça, mais sinon dans les fêtes, les gens ont lutté. Ils ont vu, d'un premier temps peut-être n'ont pas compris, mais quand ils ont vu l'intention de l'envahisseur, ils ont lutté comme ils ont pu. Malheureusement, ils ont perdu. Alors, on va passer à l'œuvre elle-même, qui comporte 5 chapitres. Okay. Et chaque chapitre est fait donc de différentes chroniques. Alors, le premier chapitre de ce livre s'intitule « L'état des lieux ». Et comme son nom l'indique, vous faites l'état des lieux de beaucoup de choses, notamment l'indépendance, le parti unique, le développement, les ethnies, le franc CFA, les coups d'État, etc., etc. On va commencer par parler donc des indépendances. Et après lecture donc de cette chronique, à vous lire en tout cas, on a l'impression que les Africains n'ont compris que le côté festif de l'événement. Ils n'ont pas saisi les différentes responsabilités qui seraient désormais sur leurs épaules. Quelques-uns l'ont compris, mais je vais parler de nos chefs. Nos chefs, ils ont bien compris tout le poids de la responsabilité que ça impliquait. Mais pour beaucoup, oui, ça a été une grande libération. C'était la fête. C'est pour ça que j'ai appelé ça Indépendance Cha-Cha-Cha. Il y avait même une chanson. En référence donc à cette chanson qui a envahi l'Afrique. Et on a dansé. Et malheureusement, on ne s'est pas arrêté de danser. On n'a pas compris que, ok, c'est bien beau d'être libéré, mais il faut travailler aussi. Il faut mouiller le maillot. Et à ce niveau-là, je crois qu'il y a eu quelques faiblesses de notre part. Ce qui est également frappant, c'est que, à vous lire toujours, hein, parce que c'est de cette œuvre qu'on parle, c'est que les indépendances ne furent que l'occasion pour les Africains de copier les Blancs tout en gardant l'illusion d'être autonomes. Je vais prendre en référence donc la petite partie sur la Constitution. Vous dites, pour les constitutions, nous ne nous sommes pas cassés la tête pendant longtemps. Nous avons demandé aux Français de nous faire des constitutions pendant que nous réfléchissions aux couleurs de nos drapeaux et au rythme de nos hymnes. Les couleurs et la musique, ça, c'est notre spécialité. Et les Français non plus ne se sont pas trop cassés la tête malgré les grosses sommes qu'ils avaient exigées pour nous fabriquer les constitutions qu'on leur demandait. Ils nous ont tout simplement recopié celles de leur pays en y ajoutant quelques petits détails pour les colorer un peu. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de constitutionnalistes français qui se sont fait de grosses fortunes en rédigeant nos constitutions. Mais quand on les lit, en tout cas dans les pays francophones tout au moins, nos constitutions ne sont que des copies de la constitution française de 58. Vous estimez qu'elles ne sont pas adaptées peut-être à nos réalités? On les a retouchées après, ça veut dire qu'effectivement, ce n'était pas adapté. On a juste plaqué un peu la constitution française, alors que c'est des mentalités totalement différentes, c'est des cultures différentes, et c'est des histoires différentes. Et la petite partie, vous dites que ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là, en tout cas pendant les indépendances, ont continué de faire aux Noirs ce que les Blancs leur faisaient finalement avant. Il y a eu beaucoup de cas où effectivement il y a eu juste substitution de colons. De maîtres. Voilà, de maîtres. Voilà. Les premiers dirigeants, ils se sont glissés dans la peau du colon et tout ce que les colons faisaient subir aux Noirs, ils l'ont fait. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ça a existé. Alors, on va parler également des ethnies, parce que dans ce premier chapitre, vous parlez, je l'ai dit, de beaucoup de choses. On ne va pas pouvoir toutes les survoler, parce qu'il faut laisser encore de la sève et puis beaucoup de piment pour le lecteur qui arrive. On va parler, par exemple, des ethnies. Et vous parlez de cette tendance qui est très réelle et qui est encore actuelle. Hein. Des Africains d'organiser, de gérer le pouvoir en fonction des clans ethniques et tribaux. Malheureusement, oui, c'est le cas dans beaucoup de situations. C'est une donnée politique très réel en Afrique, où celui qui arrive au pouvoir s'appuie dans un premier temps sur son clan ethnique d'abord, et puis après il y a le clan politique, et parfois ça va très loin. Ça va très loin, où parfois c'est, je prends l'exemple d'un pays voisin, où l'armée à 90% composée des membres de l'ethnie du président. On va parler de ce pays-là d'ailleurs, dont j'ignorais beaucoup l'histoire, et grâce à ce livre, j'en sais désormais un peu plus, on en parlera justement. Et vous estimez que ça pose un véritable problème? Oui, c'est clair. Lorsqu'il y a des guerres civiles, c'est souvent parce qu'il y a un clan qui est au pouvoir et qui écrase l'autre. Et puis les autres, à un moment donné, se disent, mais pourquoi pas nous aussi? Et comme la démocratie n'est pas une des denrées les mieux partagées sur le continent, ils prennent les armes et puis voilà. On va parler des programmes d'ajustement structurel. Les PASS. Les PASS, les fameux PASS. C'est très bien expliqué dedans, hein, parce que quand on le dit comme ça peut paraître du jargon très technique, économique, mais c'est bien expliqué. Quand la Banque mondiale et le FMI ont imposé donc ces passes-là, ils ont expliqué l'utilité. Et sur le coup, on l'avait compris. Mais à lire l'œuvre, on a l'impression de s'être fait un peu avoir. Non, c'est fait totalement avoir.
Bon, j'ai placé ça vers la fin de ce chapitre-là. Dans l'évolution de notre histoire, il y a eu la coopération, il y a eu beaucoup de choses qu'on nous a dit de faire, parce qu'ils vont nous permettre de nous développer. Tout a échoué. Et dans les années 90, on était complètement en faillite. On nous a imposé ces fameux programmes d'ajustement structurel. On a dit, oui, ça c'est le nouveau médicament, si vous l'appliquez, vous allez vous en sortir. On l'a appliqué, ça a été la catastrophe. On a dû être obligé de réduire le nombre de fonctionnaires, de réduire les prestations sociales aux étudiants. Nous, quand on était étudiants, par exemple, on était logés, on avait des bourses, on avait des cars qui nous transportaient. C'était la belle époque. Oui, ceux qui nous ont suivis, mais ils n'avaient plus droit à tout ça. Résultat, les étudiants se sont retrouvés dans la rue, à casser les feux rouges, à brûler les bus et beaucoup de choses. Et après cet état des lieux, est-ce que vous estimez que les choses, parce que là on parle d'indépendance, à l'aube des indépendances, est-ce que vous estimez que ce sont des situations qui perdurent aujourd'hui, 50 ans, voire 60 ans après ces indépendances? Les choses ont évolué. Dans bien des cas, on a évolué, dans beaucoup d'autres, on a régressé. Donc mon bilan est contrasté. Je ne dirais pas qu'on a échoué, mais globalement, au bout de ces 50 ans d'indépendance, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Étions-nous prêts finalement pour cette indépendance? À mon avis, non. Houphouët-Boigny avait dit à l'époque qu'on n'était pas prêt. Tout le monde lui est tombé dessus, on dit oui, il ne veut pas l'indépendance, etc. Mais la réalité est qu'on n'était pas prêt. Quand vous voyez un pays comme la République démocratique du Congo, quand vous lisez l'histoire du Congo, à l'époque de leur indépendance, il y avait peut-être 4 ou 5 étudiants. Donc les premiers ministres, c'était des gens qui avaient fait à peine une licence. Parce qu'à l'époque, sous la colonisation belge, à partir de 12 ans, on n'avait plus le droit d'aller à l'école. Parce que les Belges ne voulaient pas d'une classe d'intellectuels. Mais ils ont forcé pour aller à l'indépendance. Résultat, ils se sont retrouvés indépendants. Mais il n'y avait personne pour diriger un pays aussi grand et aussi vaste. Et nous aussi, pareil. Encore que nous, on a eu la chance, en 1946, Houphouët-Boigny avait déjà envoyé les premiers étudiants en France, ce qu'on appelait les compagnons de l'aventure. Donc, au moment de l'indépendance, on avait déjà un petit noyau de cadres, mais pas suffisamment. Donc, qu'est-ce que Houphouët-Boigny a fait? Lui, il a continué avec les Français. Moi, quand j'allais à l'école, au collège, pratiquement tous les profs étaient français. Donc, il a continué cette politique de coopération avec les Français jusqu'à ce qu'on ait formé suffisamment de cadres ivoiriens pour les remplacer progressivement. Donc, moi, pour prendre mon exemple, quand j'allais au collège, tous mes profs étaient français, mais quand je finissais mes études, tous les profs étaient ivoiriens. Donc, ça a été progressif. Mais dans certains pays, comme le Congo dont je viens de parler, ça n'a pas changé du tout. Et résultat, ce pays ne peut pas s'en sortir comme on le voit aujourd'hui, malheureusement. Malgré ses richesses immenses, on en parlera, on le traite souvent, donc, ce pays-là, de scandale géologique. Tellement il y a une concentration inouïe de richesses. Je crois que globalement, les Africains n'étaient pas prêts. Il n'y avait pas assez de cadres, il n'y avait pas assez d'intellectuels, il n'y avait pas assez de techniciens, d'ingénieurs. Est-ce qu'à votre avis, mentalement, est-ce qu'on était prêt à être indépendant? Est-ce qu'on était déjà sorti dans la tête du joug de la colonisation? Est-ce que ça n'a pas été trop d'un coup? Je ne crois pas. Je crois que vous avez raison. Mentalement, on n'était pas encore prêt non plus. Et on a continué les mêmes pratiques coloniales là. Et oui, on était encore, à ce moment-là, en tout cas dans les années 60, on était encore subjugué par le blanc, par les Français. Je ne sais même pas si on en est sorti jusqu'à présent. Exactement, la question peut encore se poser. Hein. Est-ce qu'on n'a pas tendance à toujours voir, comme je le dis, une autorité naturelle chez le blanc? Oui, Russie, c'est vivre comme les Français. Aujourd'hui, le rêve de beaucoup de gens, c'est d'aller en France. Même quand ils ont de quoi vivre tranquillement ici, mais moi je connais plein. Ce qu'on voit, les migrants qui se perdent dans la Méditerranée, souvent ils ont de bonnes situations ici, mais le rêve, c'est l'Europe, c'est la France, c'est vivre comme le Français, le blanc. On a encore cette mentalité-là. Alors, je vais faire référence à une substance dont vous parlez beaucoup et qui faisait l'objet même d'une chronique dans un journal de la place qu'on ne citera pas, la négrine, et que vous estimez que c'est une substance que seuls les Noirs ont dans le sang, qui nous fait agir quelquefois de façon très particulière. Est-ce que vous pensez que la négrine, comme vous l'appelez, a eu un impact sur nos comportements à l'aube des indépendances et jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. À l'aube de l'indépendance, encore ça se comprenait. Mais rendons à Alpha ce qui est Alpha. C'est Alpha Blondy qui a prononcé ce mot-là devant moi. Et vous en avez fait ce qu'il est aujourd'hui. Je m'en suis emparé. Et effectivement, oui, c'est un peu de façon ironique, cette substance-là qui fait qu'on se comporte comme on le fait là, de façon très nègre. Moi, j'appelle ça négrerie souvent. Les négreries, d'ailleurs, ça vient de la négrine qui est en nous, qui fait que parfois, on a des comportements compréhensibles. Quand je vois, par exemple, quelqu'un qui a une bonne situation ici, mais qui l'abandonne pour aller vivre dans
des conditions misérables en France. J'en connais. J'ai un ami qui était enseignant ici. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, être prof de lycée, ce n'est pas une mauvaise situation. Il a laissé et aujourd'hui, il est gardien en France. Et quand je le vois le soir avec son chien en train de... C'est un gardien. Et je me suis dit, ça c'est la négrine. Voilà. En Côte d'Ivoire, un professeur de lycée, il est considéré, il est respecté. Oui, exactement. Alors, on va passer au chapitre 2, puisqu'on parle de l'Afrique, de la France, pardon. Et ce chapitre 2, il est bien nommé France-Afrique, je t'aime, moi non plus. Et ce sont des histoires de personnes qu'on décrit, des histoires épistolaires, certaines correspondances, etc. On va commencer avec l'histoire de Kofi et son ami Cyril. Ça, c'est vraiment mon imagination. Hein. Alors, cette partie-là qui est vraiment, c'est vraiment la pure fiction. Quoi. Sinon, Kipré, Cambiré et tout, ce sont des histoires vraies. Ça, non, c'est son imagination. À partir de faits réels, hein. D'accord. Là, c'est le côté romancé qui a pris le dessus. Kofi et son ami Cyril, je vous laisse décrire la situation aux téléspectateurs. Non, Cyril, c'est un personnage imaginaire qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a rencontré Kofi et, ils sont amis. Et Kofi, il rêve comme tout le monde d'aller en France, et il veut taper de l'argent à Cyril. Sa mère qui meurt, et il veut que ce soit Cyril qui prenne ça en charge. Exactement. C'est les relations entre nous et les Européens. C'est une question de mentalité également. C'est une question de mentalité où quand on rencontre le Français, on pense qu'il a tellement d'argent qu'il est celui qui doit nous gérer. Et Kofi qui veut aller en France, il veut vivre chez Cyril. À un moment donné, Cyril en a tellement marre qu'il ferme son portable, il lui répond plus. Et ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que c'est le contraste. Parce que, comme il a expliqué, Cyril qui vient en vacances à Abidjan, qui rencontre Kofi, il part même dans son village. Et à cette occasion, il rencontre sa mère. Alors, lui, il est épaté par tout ce qu'il voit, donc l'air pur selon lui, la nourriture bio, les champs, les animaux, etc., etc. Et la mère de Kofi vient à décéder, et Kofi qui lui écrit une lettre dans laquelle il dit ma mère te considérait comme son fils, donc ce serait te faire injure que de ne pas te demander de participer à ses obsèques. Et il fait la liste de tout ce qui serait à la charge de Cyril pour une femme qu'il n'a rencontrée qu'une fois et qui ne lui considère pas du tout comme sa maman. Tout à fait. En fait, c'est un peu le contraste dans nos rapports là. Cyril, lui, il arrive ici, il va au village, il est épaté par ce mode de vie là, alors que Kofi, lui, il ne rêve que d'en partir. Quand Cyril dit ouais, tu manges bio, mais lui, il a envie de manger les pâtés. Voilà, Kofi a envie de manger autre chose. Il doit manger industriel. Et puis à un moment donné, comme on a tendance à croire que lorsque quelqu'un nous aime bien, il devient un frère. Cyril et Kofi. C'est très africain justement comme mentalité. Exactement. Ici on dit le terme cousin même on l'utilise pratiquement pas. Un cousin, c'est un frère. C'est un frère. Un chef d'État parle d'un autre chef d'État africain, il dit toujours mon ami est frère. Nous sommes tous des frères. Et donc Kofi pense que ça va marcher dans le même sens avec Cyril. Il veut profiter pour lui taper de l'argent, mais ça ne marche pas. Donc quand c'est un petit clin d'œil quand même que j'ai fait à mon ami Cyril Ben Simon. D'accord. Alors, quand il lui fait comprendre qu'il veut partir, qu'il veut émigrer en France, il lui dit, mais tu as de la chance parce que tu respires l'air pur justement au village, tu communies avec la nature, tu manges bio. Ses amis, déjà, il y a un ami de Kofi qui s'appelle Kwasi, qui dit, déjà, c'est des foutaises. Ce monsieur-là, il ne veut pas t'aider. Bon, c'est clair que Cyril, en lui disant ça, il y a un peu de foutaise là-dedans. Mais quelque part, c'est un peu la vérité. On vit dans un cadre... C'est nous-mêmes qui ne réalisons pas qu'on vit dans un cadre magnifique. Prenez je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Dans des régions comme Sassandra, Assini, on vit au bord de l'eau. C'est un rêve pour beaucoup d'Européens. Et nous, on ne rêve que d'une chose, c'est d'abandonner ça pour aller vivre dans le ghetto en France. Toujours dans ce chapitre, donc France-Afrique, je t'aime moi non plus, on va parler de cyberamour, qui traite de l'éternel piège des cyber-relations. Le problème des photos nues. Je connais beaucoup de femmes qui se sont fait avoir comme ça. Et je crois que chacun de nous doit connaître au moins une femme qui est tombée dans ce piège-là. Mais pourtant, des campagnes, je dirais même de sensibilisation ont été faites. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on fait beaucoup de campagnes, mais les gens sont insensibles. Même tous les gens qui sautent dans les bateaux pour aller là-bas, on leur dit que vous avez 90% de chances de mourir, mais il y en a qui veulent aller. Et il y a des femmes qui tombent dans ce piège-là. Sur Internet, ils tombent sur un beau monsieur. Qui présente bien. Voilà, qui lui propose, on échange, et puis après on parle d'amour. J'aimerais te voir, est-ce que vous ne pouvez pas te voir un peu plus dénudé, voilà, etc. Et ça tombe dans la pornographie. Et on fait du chantage avec. Beaucoup de femmes sont malheureusement tombées dans ça. Et c'est mal dans les deux sens. Hein. Il y a beaucoup de jeunes brouteurs ivoiriens qui font ça aussi à des Européennes là-bas. Oui. Et après, ça devient du chantage. Ça devient du chantage. Donc ça marche comme ça.
Et c'est quand même assez triste de voir à quoi en sont réduites nos relations amoureuses aujourd'hui. Enfin, nos relations qui sont censées être amoureuses, parce que bien souvent, ce n'est pas de l'amour. Mais c'est toujours ce rêve d'Europe là qui pousse cette femme à aller à ces extrémités-là. Je connais tellement de femmes qui n'ont qu'un rêve, épouser un blanc, quel qu'il soit, beau, vilain, vieux, peu importe, pourvu qu'il soit blanc et qu'il les amène en Europe. Et qui arrivent là-bas, qui vivent dans des galères terribles, soit dans des réseaux de prostitution, soit le monsieur c'est un pauvre connard, et puis voilà, ils vivent vraiment quelque chose de dramatique. Très bien. On va passer au chapitre 3, nos chers dirigeants. Chapitre que j'ai adoré, je m'en suis délectée. Très chers téléspectateurs, je sais que vous allez apprécier. C'est un portrait au vitriol de certains hommes politiques français et présidents de République d'Afrique noire francophone, on dira. Nous allons donc nous attarder sur les présidents africains, puisque moi c'est ceux qui m'ont intéressé, mais on va parler néanmoins de Sarko. Oui. Et vous dites, il est de la même taille qu'Omar Bongo, qui était cousin au pygmée de sa forêt. Déjà, rien que la première phrase, elle m'a fait mourir de rire. Bon, M. Sarkozy n'était pas très grand. Enfin, il est toujours vivant. Il est toujours de la même taille. Il n'a pas beaucoup de chances de grandir. Il n'a pas beaucoup changé. Alors, ces hommes politiques qu'on va citer, hein, je vais vous demander tout simplement de les décrire et de dire ce qu'ils vous inspirent, tant par leur parcours, par leur histoire, que par leur façon de gérer leurs différents pays. Waouh. Sarkozy. Ben, Sarkozy, c'est comme il était très agité, beaucoup, pour ceux qui l'ont suivi. Agité de tic surtout? Oui, bougeait beaucoup les épaules et bon. Et malheureusement, il n'a pas été réélu. Il a eu quelques démêlés avec quelques États africains, notamment la Libye. On lui reproche d'avoir sémé le chaos là-bas. Et c'est le Mali et nous autres qui ont payé le prix aujourd'hui. Il avait eu des relations particulières avec l'Afrique. Quand il est arrivé, je me souviens, il avait annoncé qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. Et son ministre, Jean-Marie Bockel, chargé de la coopération, qui a répété qu'il va le faire, mais il a enlevé. Il a eu des relations assez, je ne dirais pas bizarres, mais enfin, c'est le même type de relation avec M. Bongo, par exemple. Voilà. Là, c'était Sarkozy. D'accord. On va passer à Paul Biya, le président donc, du Cameroun, de la République du Cameroun. Donc, bon, sa caractéristique, c'est que tout le monde... Qui est au pouvoir depuis 82, il faut le préciser. Ouais. Vous dites, récemment, il a changé lui aussi sa constitution pour être président aussi longtemps qu'un coup d'État ou une mort naturelle ne l'aura pas balayé du pouvoir. On n'est pas le seul, hein. On a vu beaucoup de cas ici où on a changé les constitutions. Et le résultat a été que parfois ça s'est terminé en coup d'État. Exactement. Ou en révolution. Au Burundi, on n'est pas loin de la guerre civile. Exactement. Après que le président a changé la constitution. Et n'a pas voulu respecter les accords d'Arusha. Voilà. Mais bon. On va parler de Abdoulaye Wade, l'ancien président donc, du Sénégal. Qu'est-ce qui vous inspire? Il avait 10 000 idées à la fois. À la vous minute. Dites, il a 10 000 idées par jour. Généralement, c'est n'importe quoi. Mais puisqu'il est président, personne n'ose lui dire que ce sont des conneries et tout le monde est obligé d'applaudir. Bon, vous avez tout dit. Il a changé depuis? Bon, il n'est plus président, donc ses idées, plus personne ne l'écoute. Vous parlez également de Dadis Camara, vous parlez de lui. Paul Kagame, moi aussi. Hein. Vous parlez également de Paul Kagame, vous parlez de Ali Ben Bongo, le président gabonais actuel. Vous parlez de pas mal d'hommes politiques. Et ce qui ressort, c'est que finalement, on a l'impression que tous ces présidents africains ont en commun cet amour immodéré du pouvoir. Est-ce que c'est propre aux présidents africains? Non, ce n'est pas propre à eux. Oula, il y en a beaucoup dans le monde. C'est pour ça que dans beaucoup de pays, on a limité. Parce que si on ne limitait pas, il y en a qui allaient rester à vie. Regardez dans les pays de l'Europe de l'Est. Ils restaient au pouvoir, les Staline, les Brejnev, ils restaient au pouvoir jusqu'à leur mort. En Chine, ils sont restés jusqu'à leur mort. C'est maintenant qu'ils ont changé où on fait deux mandats. Mais en Corée du Nord, le président, même quand il est mort, même encore président, le premier président Kim Il-sung, il est officiellement toujours le président. Donc, ce n'est pas propre à nous. Mais nous sommes les plus nombreux à le faire. Voilà. Et donc, vous parlez également dans le chapitre 4, malheureusement, on n'a plus suffisamment de temps, décidément, le temps passe vite. Dans le chapitre 4, vous parlez donc de ces héritiers du pouvoir, c'est comme ça que vous avez appelé. Il y en a eu quelques-uns. Les héritiers, donc Ali Ben Bongo qui a succédé à son père, Faure Yadema qui a succédé également à son père, et lui qui a été... Et Kabila aussi. Oui, Kabila, mais je ne connaissais pas l'histoire de Faure
il y a des matchs. Son arrivée au pouvoir a été épique. Mais en une journée, il est passé de ministre à chef de l'État, puis il est redevenu député, ensuite président de l'Assemblée nationale et président de la République par intérim. Tout ça en 24 heures. Ouais. Franchement, vous voulez avoir les détails de cette affaire, il faut se procurer l'œuvre. Hein. Et puis, vous parlez de nos chers disparus. Moi, c'est un chapitre qui m'a ému. Vous parlez d'hommes politiques français tels que Mitterrand, de Gaulle. Mais vous parlez également de bons présidents africains. Il en existe. On a tendance à décrier nos présidents, mais il faut savoir qu'il y en a eu de bons qui ont fait énormément de boulot et du très bon travail qui nous ont laissé des acquis dont on profite encore aujourd'hui. Donc vous parlez entre autres de Senghor, vous parlez de Houphouët-Boigny évidemment, vous parlez de Sékou Touré, vous parlez de pas mal de présidents. Vous savez, le titre c'est Afro-Sarcastique, donc je fais du sarcasme. Donc évidemment j'ai choisi quelques cas spécifiques comme les dadis et autres là pour me foutre de leur gueule. Mais cela dit, nos dirigeants n'ont pas tous à 100% été négatifs. Non, non, non. On a de très grands présidents, on a de très bons leaders. Malheureusement, on a eu quelques cas qui n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Chronique afro-sarcastique, 50 ans d'indépendance, tu parles. C'est ce petit bijou que je vous invite à lire. Vous connaissez la plume de l'auteur, très belle plume, beaucoup d'ironie, du sarcasme et énormément d'humour. Un livre qui va vous permettre de passer un agréable moment, de vous détendre tout en apprenant sur notre beau continent, l'Afrique. Je vous informe qu'Entre les lignes, c'est désormais tous les lundis à partir de 20 h sur RTI2. Merci encore une fois pour votre fidélité. Et le dernier mot revient comme toujours à notre invité. À la semaine prochaine. Écoutez, j'ai écrit ce livre-là au moment où on fêtait les 50 ans d'indépendance. Nous sommes maintenant, je crois, à la 56e année. Faisons en sorte que la 50e année soit meilleure que ce qu'on a vu jusque-là, en nous mettant au travail.